Alors aujourd'hui, on va aborder la deuxième période du hard bop ainsi que la période fusion. Je vous conviens à aller écouter la première période du hard bop dans une autre capsule. Pourquoi j'ai uni les deux mouvements? C'est que d'une part, il y a une certaine parenté stylistique, bien qu'en même temps c'est très différent. Et d'autre part, il y a des musiciens qui ont participé aux deux mouvements. Le hard bop, deuxième période, est vraiment très imprégné par le funk. Et ça va mener justement à la fusion, parce qu'avec la fusion, on va s'associer avec des musiciens de rock parfois. Donc, l'un a appelé l'autre. Cette deuxième période du hard bop, c'est surtout les années 60. Alors, comme on voit, il y a beaucoup de mouvements qui cohabitent pendant cette décennie. Le hard bop de cette période-là, on pourrait aussi appeler ça du funky jazz. Il y a une continuité d'un certain retour aux sources pour réagir au West Coast, au third stream, au mouvement cool, donc à des mouvements un petit peu trop sophistiqués. Mais en même temps, paradoxalement, il y a des musiciens qui ont participé aux deux mouvements, c'est-à-dire à des mouvements plus subtils comme le cool et la West Coast, et qui se sont intéressés aussi par la suite au hard bop et au funky jazz. Donc, on revient aux racines afro-américaines, comme l'ont fait au préalable des gens comme Mingus, comme Horace Silver, Sonny Rollins, Oliver Nelson, et puis là, la liste est longue, là, Hampton House, Dolphy, bon, etc. Mais dans cette deuxième période apparaissent des musiciens comme Wayne Shorter, Herbie Hancock, dont on va parler. Le hard bop va aussi revisiter des cadences qu'on avait un peu laissées de côté, notamment la cadence plagale, qui peut faire penser à des fins de musique liturgique protestante notamment. Chez Bach, on entend ça assez souvent, donc quatrième degré suivi d'un premier. Alors pour ceux qui ne connaissent pas beaucoup l'harmonie, c'est vraiment plus paisible plutôt que où il y a plus de tension à l'avant-dernier accord suivi d'un accord plus reposant, alors que la cadence plagale, c'est une succession d'accords plus reposants. Le hard bop deuxième période va intégrer les acquis du cool et de la third stream. Donc, même si c'est en réaction sur certains aspects, contrairement au hard bop première période, dans la deuxième période, on va se réconcilier avec des aspects plus sophistiqués. Mais dans le hard bop, on va ajouter aussi, dans la deuxième période, des éléments du free jazz, les éléments du jazz rock. On va intégrer aussi des rythmes latins, des couleurs modales, des rappels des musiques populaires du début des années 60, donc très 60s, le rhythm and blues par exemple. Les solos sont aussi plus expressionnistes que dans le bop. Déjà dans le bop, ils étaient expressionnistes, mais dans le hard bop, on va un petit peu plus loin, sans aller aussi loin que le free jazz. On va assez loin pour parfois préfigurer le free. Le deuxième mouvement dont je vais parler aujourd'hui, c'est le jazz fusion, qui est apparu dans la fin des années 60 et puis bon, qui a continué dans les années 70. Ce qui est relativement nouveau, c'est l'avènement massif d'instruments électriques. Il y en avait déjà eu dans l'histoire du jazz, mais là c'est, je dirais pas systématique, mais c'est courant. Guitare électrique, clavier électronique et électrique, basse électrique. Et on va ajouter à ça des percussions plus variées.
parfois inspirées par les musiques latino ou même africaines. Ça n'empêche pas d'entendre aussi des cuivres dans le jazz fusion. Vous l'aurez deviné, le jazz fusion fait la fusion entre le jazz et le rock. Donc, on va chercher aussi une énergie rock. On va aussi chercher des techniques d'enregistrement propres à la musique rock, avec des overdubs, c'est-à-dire on va enregistrer les musiciens, chacun isolé dans des espèces de booths, là, de petites boîtes isolées acoustiquement. Et puis, on va faire beaucoup d'enregistrements en superposition. Beaucoup moins d'enregistrements où tous les musiciens jouent ensemble, bien que ça peut arriver aussi. Il y a une présence marquée de la basse et de la batterie dans la balance sonore, donc ils prennent plus de place. Les rythmes aussi sont beaucoup plus binaires, donc beaucoup plus près du rock. Généralement moins subtil, quoique parfois ça peut être assez subtil s'il y a une touche funk. C'est des rythmes aussi plus en double croche. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et non pas l'espèce de triolet toujours plus ou moins senti dans le jazz. Ta, 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 ta. Alors c'est plus carré. Ta, 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 ta. Et puis aussi, les accents sont souvent sur le premier et troisième temps, contrairement au jazz où c'est sur le deuxième et le quatrième. Mais c'est pas systématique. Dans le jazz rock, parfois, ils peuvent aller dans le deuxième et le quatrième temps. Le jazz rock, cependant, va aimer, un peu comme dans le rock progressif, on va aimer les mesures moins symétriques, là, par exemple des 7/4 ou des 5/4. Mais ça va être très accentué, très souligné à gros traits par un crayon feu jaune. Là, on fait un 7/4, là, on fait un 5/4, comme dans le rock progressif. Dans les premiers temps du jazz fusion, il y a souvent une alternance entre des solos plus hard bop et puis des solos avec des traits rock très rapides. Mais ces traits-là sont souvent sur des figures plus ou moins clichés. Mais il y a de grandes exceptions, comme notamment John McLaughlin, qui est un guitariste du jazz rock, qui lui va explorer des éléments beaucoup moins clichés, notamment dans la musique indienne, etc. Il y a toujours une tension rythmique qui mène à des moments de paroxysme et il y a beaucoup plus de répétitions. Les motifs sont plus courts, un peu comme dans toutes les musiques populaires. Le hi-hat va jouer sur tous les temps, contrairement au jazz, où on va entendre des éléments plus aérés dans le jazz, dans l'histoire du jazz, avant le jazz rock. Le bass drum est beaucoup plus présent dans la fusion, alors que les cymbales, elles, sont un peu moins présentes ou du moins moins subtiles. Les bassistes vont utiliser des figures plus syncopées. Ceux qui vont aller vers un jazz fusion plus funky vont faire appel à des bassistes qui prennent plus de place, où il y a des éléments mélodiques quand même très développés. Mais à l'opposé, il y a des branches du jazz fusion qui sont plus rock, donc plus carrées, moins subtiles, moins développées pour ce qui est du travail des bassistes. Alors, ce que je peux vous conseiller d'écouter dans ce mouvement-là, notamment, ce sont les groupes de Miles Davis, qui a été un précurseur, notamment avec l'album Bitches Brew. Mais il y a aussi Herbie Hancock, Weather Report, John McLaughlin et le Mahavishnu Orchestra. Et puis, bon, il y en a plusieurs autres qui sont intéressants, mais notamment ceux-là.
Un des musiciens phares de ces deux mouvements, c'est Herbie Hancock. Il est né à Chicago en 1940. C'est un pianiste, claviériste et compositeur. Il a une formation classique, donc il est doté d'une grande virtuosité. Il a été inspiré par George Shearing, par Oscar Peterson au tout début de sa carrière, mais par la suite, il a multiplié les influences de par sa curiosité musicale notoire. Il a joué avec Donald Byrd, avec Oliver Nelson, avec Wayne Shorter, avec Chick Corea, avec Wynton Marsalis. Un de ses premiers succès, ça a été Watermelon Man en 1962. À partir de ce moment-là, il a développé une sorte de carrière un peu, je dirais pas schizophrénique, là, ce serait un peu fort, mais c'est-à-dire qu'il a toujours été à la fois attiré par des succès commerciaux. Il a même connu un succès hyper commercial avec une toune carrément pop, là, avec un vidéo, avec un petit robot, là. Mais il a aussi développé en même temps une carrière jazz avec des très 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 grands musiciens. Et puis lui-même a beaucoup évolué dans ce volet-là. Il a composé la bande originale de Blow Up, le film d'Antonioni. Il fonde aussi les Headhunters avec des musiciens de funk. Et avec ce groupe-là, il va faire aussi des hits qu'on entendait du moins à l'époque dans les discothèques. Et encore aujourd'hui, on peut entendre dans les samples, les échantillonnages, certains extraits des Headhunters. Il a fait aussi la bande originale, la très belle bande originale du film de Tavernier Autour de minuit. Son toucher est subtil quand il joue du piano acoustique. C'est vraiment un musicien complet qui peut jouer des synthétiseurs. Et d'ailleurs, il a exploré plein de claviers électriques, électroniques, synthés, etc. C'est vraiment intéressé à ça pendant un certain temps. Mais en même temps, étant donné sa formation classique, il peut avoir un toucher extrêmement subtil. Malgré sa formation classique, c'est un pianiste qui s'est vraiment imprégné de l'histoire du jazz, donc il possède tous les éléments pour pouvoir développer dans le langage jazz, autant le jeu en accord, par exemple. Donc c'est comme une mélodie en bloc où la main, là je faisais avec la main gauche, mais la main droite vient chercher plus qu'une note pour créer un petit peu plus de sonorité, un peu plus de plénitude dans le son. Il va aussi développer un jeu modal et harmonique très subtil, donc avec une connaissance complète de l'harmonie jazz. Il va inclure du chromatisme, et bien sûr, il va connaître toutes les traditions issues du blues, et il ne sera pas en retard sur son temps, c'est-à-dire qu'il va proposer une musique avec des accords en quarte. Il va participer avec Wayne Shorter à l'essor de la musique modale en jazz aussi. Il a la grande qualité de pouvoir développer avec très peu d'éléments. Son excellente technique qui lui vient de sa formation lui permet là, d'avoir une économie de moyens, ce qui lui permet aussi d'aller plus loin dans ses improvisations. Donc, peu d'éléments, mais un maximum de résultats. Hancock, c'est un des derniers avec Wayne Shorter à avoir écrit des standards qui sont joués par plusieurs musiciens de jazz. Ces pièces apparaissent souvent dans les fake books, c'est-à-dire les recueils de standards de jazz. Il y aurait plusieurs disques que je pourrais vous conseiller d'écouter, plusieurs pièces, notamment Cantaloupe Island, Maiden Voyage, 81, Nefertiti, auquel il collabore, Speak No Evil, Speak Like a Child. Et puis dans les pièces que je vous propose aujourd'hui, il y a Jam Funk, mais avant de vous parler de Jam Funk, je vous invite à aller écouter la capsule sur Miles Davis où on entend Herbie Hancock jouer dans un des extraits. Donc, Jam Funk, ça a été enregistré en 1974 avec Benny Maupin. Ici, on entend une musique très funk avec des congas, une basse profondément funk, des claviers et puis aussi des percussions latines. C'est intéressant en passant de voir que le funk a donné lieu plus tard à la musique disco, où il y avait parfois des petites touches de congas puis de musique latine.
Donc, il y a une filiation à faire avec ça. Et d'ailleurs, il y avait d'excellents musiciens funk qui ont fait du disco pour arrondir les fins de mois. Pas seulement les arrondir, on fait quand même pas mal de sous avec ça. Le thème de cet extrait est beaucoup plus pop, mais vous allez entendre un solo de saxello, qui est une sorte de saxophone peu utilisé. C'est une variante du sax soprano avec un pavillon légèrement recourbé. Alors ce solo-là est dans un esprit très jazz, contrairement à l'accompagnement. Et puis la sonorité de ce saxello peut ressembler à des instruments à double hanche, comme le hautbois par exemple. L'autre extrait, c'est la pièce Chameleon avec Herbie Hancock au Fender Rhodes. C'est un jam funk sur le hit Chameleon avec les Headhunters. Puis le thème n'apparaît qu'à partir de 4 minutes 47 secondes. Il y a une belle utilisation ici des claviers vintage. Herbie Hancock explore ici la console, il va filtrer le son. L'autre pièce, c'est Cantaloupe Highland. On voit dès l'intro que Herbie Hancock fragmente le thème, parce que c'est un thème extrêmement connu de Hancock, et puis il va jouer un peu avec le public. Il va créer une attente. Ici, c'est une version plus funk, donc avec une rythmique en double croche. Alors qu'en triolet, 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. En triolet, c'est beaucoup plus typique du jazz, alors qu'en double croche, on est plus près de la musique populaire, du funk, mais d'un funk très sophistiqué comme vous allez pouvoir l'entendre. Le comping plus tard va être très swing, avec des fils de piano honky-tonk. C'est quoi un fil? C'est quand la mélodie se repose un peu et sur une note plus longue. Là, tout d'un coup, les instruments qui accompagnent peuvent se permettre un petit élément mélodique en contrepoint. Et puis le honky-tonk, ben, c'est un vieux style de jazz que Hancock se permet de revisiter ici. On peut apprécier sa virtuosité d'ailleurs dans cet extrait. Ça beau une pièce funkée, les musiciens ne s'empêchent pas d'aller vers le free jazz par moment dans de courts extraits. C'est-à-dire un son plus sale, plus rauque, et puis des envolées de notes assez peu prévisibles. Alors que le groove, lui, est très prévisible. Donc c'est une belle tension entre les deux, superposition entre les deux couches. Dans la pièce, vous allez entendre le mode de Fa blues par moment. Avec une emphase sur les blue notes. Je vous convie aussi à écouter la variété d'attaques chez Herbie Hancock. On voit qu'il peut, même dans un contexte plus pop, il peut aller chercher des subtilités dans son son. Il va jouer à un certain moment donné en accord, avec des rythmiques très fluides. Tout ça sur un groove très funk, là. On peut remarquer ici qu'il aime développer de petits motifs, je le disais tantôt, avec une économie de moyens, avec peu de notes, il peut arriver à développer d'une façon extrêmement intéressante. Ce qui est intéressant aussi dans cet extrait, c'est d'entendre le solo de basse qui est guitaristique par moment. L'autre extrait nous permet d'entendre un autre musicien important qu'on associe davantage au jazz fusion et au latin, mais peut-être un peu moins au hard bop. C'est Chick Corea qui joue en duo avec Herbie Hancock. En passant, il faudrait parler ici de la difficulté de jouer en duo pour deux pianistes, du fait que si les deux pianistes jouent dans le même registre, on peut rentrer en collision avec l'autre. Ça peut créer une sorte de magma sonore plus ou moins intéressant, plus ou moins audible. Ici, on entend deux musiciens aguerris qui vont prendre chacun leur tour les positions dominantes et les positions d'accompagnement, mais toujours en s'écoutant beaucoup. Au départ, Herbie Hancock va davantage assurer la position de la section rythmique. Pendant ce temps-là, Chick Corea va davantage improviser. Il va parfois aller dans le registre de Hancock, mais il le fait toujours d'une façon intéressante, sans créer de conflit. Hancock a beau accompagner ici, il va développer certains motifs, tout en restant dans le rôle de l'accompagnateur. Quand Hancock simule la section rythmique, il va parfois décaler le motif.
C'est pour vous dire que ce n'est pas parce qu'on accompagne que c'est nécessairement un jeu prévisible et, entre guillemets, ennuyant. Au contraire, on peut être extrêmement inventif dans l'accompagnement. Et je pense que c'est un bel exemple ici. C'est intéressant aussi de voir la belle cohésion avec les deux pianistes dans les transitions. Quand l'un devient accompagnateur et l'autre passe du rôle d'accompagnement à un rôle plus d'improvisateur, plus mélodique, là, plus dans l'aigu. Les musiciens prennent des risques dans cet extrait par ce jeu out et in. Donc, on va improviser dans une tonalité donnée. Donc, on va changer provisoirement la tonalité pour créer une tension par le type de mode utilisé. Donc on l'entend un peu, ça crée des couleurs complètement différentes. Après, on revient à quelque chose. Mais quand on entend depuis longtemps qu'on joue en ré éolien, puis tout d'un coup on joue en mi bémol éolien, là pour vous, ça vous dit peut-être rien, mais vous pourriez l'entendre, qu'on change d'atmosphère pendant un court temps. Tout ça pour créer une tension, pour relancer le discours. Alors ils vont le faire notamment, pas seulement pour l'utilisation des modes, mais aussi par les successions d'accords. C'est-à-dire que si vous faites un accord, on s'attend à ce type de note. Là, soudain, on sort un peu pour revenir. Quand ça fait 15 fois de suite que vous entendez la même succession d'accords, puis tout d'un coup, on passe par les premiers accords qui sont les mêmes, et puis on dérive pendant un certain temps. Même si vous n'avez aucune connaissance de l'harmonie, vous allez l'entendre à l'oreille. Vous allez dire, ah, où est-ce qu'il s'en va? Il y a aussi une belle cohésion, une belle implication dans les rythmes et puis dans les jeux d'accents. Qu'est-ce que c'est un accent si on joue en 4-4? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2 et 3, 4. On va accentuer différents temps dans la métrique. Et puis ça se fait dans la mélodie. Donc, c'est pas toujours la même note qu'on va accentuer ou la même succession de notes. Donc, ils le font, mais ils le font, c'est encore plus complexe parce qu'ils sont deux à le faire. Et puis, il faut beaucoup écouter l'autre pour réussir à s'imbriquer dans ce jeu-là. Vous allez entendre aussi Chick Corea dans son rôle d'accompagnateur qui va jouer dans le piano, dans les cordes graves. Il va aller toucher certaines cordes pour créer un effet un peu slap, comme on peut entendre avec les basses électriques. Herbie Hancock va aussi créer la surprise dans son walking quand il va retourner au rôle d'accompagnateur. Donc, il va commettre un walking, c'est-à-dire ce qui est généralement fait par le contrebassiste, une sorte de progression mélodico-harmonique où il y a un motif. Toum, toum, poum, 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 poum. Alors ici, Herbie Hancock va faire quelque chose d'assez peu usuel, un peu plus tard dans l'extrait que je vous propose. D'un voyage, c'est un bel exemple ici d'un jeu modal où il y a très peu d'accords, mais on compense par un jeu modal plus sophistiqué, où on va non seulement se contenter d'un mode pour la pièce, mais parfois 2, 3, 4, même parfois plus de modes insérés rapidement, et puis on revient à un pivot plus dominant. Pour ce faire, la contrebasse va faire des motifs répétés, laissant beaucoup de place, c'est-à-dire qu'on ne va pas nécessairement jouer la tierce ou la septième, les deux notes qui viennent en quelque sorte caractériser le mode dans lequel on pourrait être. Ils vont éviter ça ou le jouer subrepticement et puis ils vont laisser de la place. Même chose pour les accords, on va jouer en quarte pour encore une fois laisser de la place. Donc, alors, ce qui peut donner... etc. Donc, le fait qu'il n'y ait pas de tierce ou de septième, s'il y en avait comme ici, ça nous amène vers une résolution. Mais n'ayant pas de tierce, dans ce cas-ci, il y a une septième, là, mais il pourrait ne pas en avoir. Là, c'est encore plus ambigu. Dans quel mode on est? On est en mineur.
temps majeur. On pourrait même être dans un mode Insen japonais. On pourrait être dans toutes sortes de modes finalement parce que ça laisse beaucoup de place. C'est ce que fait Hancock dans son accompagnement. C'est pas le seul à avoir fait ça. Il y a des gens comme McCoy Tanner. Toute cette période des années 60, à partir surtout là, de la moitié des années 60, il y a plusieurs pianistes qui vont utiliser ce procédé qui vient de Debussy notamment, des impressionnistes. Vous allez entendre aussi un jeu de texture, de la contrebasse et du sax pendant le solo de trompette. Donc des textures qui viennent densifier le discours, puis qui viennent aussi, notamment par un jeu un peu out, qui viennent créer des tensions. Il va y avoir aussi des textures qui vont être amenées par des trémolos d'accords. Ça peut être un peu comme ceci, là. Surtout si on ajoute de la pédale. Alors ça vient créer à la fois une tension, à la fois une densité sonore, et puis ça peut relancer le discours vers ailleurs. Mais d'un voyage, ici l'extrait avec Freddie Hubbard, Joe Anderson et puis Herbie Hancock, c'est un bel exemple de jeu modal où on exploite peu les accords, mais davantage les modes. On l'a vu dans une autre capsule, il peut y avoir un accord qui est répété. Donc on peut aller chercher autant un mode blues, un mode Insen, un mode mineur, ou différents types de modes mineurs. Ici c'est un mode phrygien, etc. Ionien aussi. Pas ionien, dorien. Ou encore éolien. Et j'en passe. Donc, étant donné que dans la basse, il n'y a pas de tierce, ni elle, ni elle, ça permet justement d'aller chercher différentes couleurs mineures. Puis vous allez aussi entendre des jeux de texture quand la trompette est en contrepoint avec ces jeux-là. Donc ça pourrait être autant par exemple des trémolos d'accords. Surtout si c'est avec une pédale. Etc. Ça peut être différents procédés de trémolo, mais en ayant plusieurs notes en même temps. Des fois, il va vraiment aller vers des accords plus stables et puis l'exploration de divers modes. Et d'autres fois, ben, il va vraiment aller chercher des progressions d'accords avec des différentes basses, un peu comme le bop le faisait. Quand vous regarderez la petite capsule animée du graphique des accords, de la grille d'accords, vous allez voir que c'est toujours des accords ambigus, des accords suspendus. Qu'est-ce que c'est un accord suspendu? C'est comme si on construirait un accord, par exemple, majeur, et puis la tierce deviendrait une carte suspendue. Pourquoi suspendue? Parce que ça appelle une résolution vers la tierce. Surtout si on met une septième mineure. Ceci dit, dans ce cas-ci, on ne va pas résoudre vers la tierce. On va toujours garder la carte suspendue. On va faire la même chose ici.
etc. Le jeu est autour de l'accord tonique, donc le Ré. Dans ce cas-ci, c'est un Ré suspendu. C'est vraiment à travers cet accord-là qui est comme un pivot. Comme je le disais précédemment, c'est comme s'il y avait un instrument indien qui faisait un bourdon. On trouve ça aussi dans la musique folklorique, notamment dans les pays celtiques. Il y a une sorte de... Il y a les cornemuses qui font comme un... Excusez ma voix nasillarde, mais c'est souvent à partir d'une note pivot qu'on va bâtir la mélodie. Donc, les musiques modales, c'est pas propre au jazz, ça existe depuis longtemps. Les mélodies dans Maiden Voyage sont souvent en quarte. Et puis, la tension n'est pas dans les accords, mais bel et bien dans la mélodie, dans la façon qu'on va créer les surprises. Par moment, il y a même un petit chromatisme.